Bonsoir, Patrick Scheder. Bonsoir. Alors, avec vous, on va parler, peut-être une réaction, non, parce que je vous voyais regarder attentivement Oui, ces c'est images. vraiment terrifiant. Les mots me manquent en fait. Voilà. C'est violent. C'est très très violent et c'est une violence qui est répétitive, qui va en croissant. Et comme vous le disiez, effectivement, cette violence, elle n'est pas d'aujourd'hui, c'est très très important. On a tendance à la rapprocher exclusivement de la société industrielle de maintenant, mais ça remonte à très loin, la déforestation. Même les Mayens ont déforesté parfois des forêts entières pour construire des villes. Ensuite, il n'y avait plus d'eau, ben, on est obligé d'abandonner la ville. Donc c'est une tendance peut-être aussi de l'être humain de surexploiter. Voilà. On en est les héritiers. À nous maintenant de prendre des décisions, de faire les bons choix. Alors, on a eu un petit coup de cœur sur cette réflexion que vous avez signée pour Oui Demain. Les premiers écolos, il y a un petit encart qui parle d'écologie culturelle, mais c'est l'écologie à travers les textes, à travers les penseurs de notre époque. Donc, de La Fontaine, je rappelle quand même, 1621-1695. Donc, comme vous disiez, ça ne date pas d'hier. Il était écolo, La Fontaine, parce qu'on pense... Les gens vont se dire, bah oui, les fables, les animaux, mais c'est pas que ça. C'était vraiment un militant de l'intelligence, de la sensibilité Tout à animale. fait. En fait, La Fontaine, c'est quelqu'un qui s'y connaît en matière de nature. Son père était maître des eaux et forêts à Château-Thierry. Voilà, ça reste toujours beaucoup la campagne actuellement. Lui-même a repris cette charge. Alors même si après, il a connu une vie de salon, il aimait aussi beaucoup la ville. Il connaît, voilà. Et quand il voit notre cher René Descartes, parce que les Français se Il y a disent cette volontiers bataille, voilà. Vous cartésiens, mettez cette voilà, bataille entre Descartes, la raison, l'animal est c'est une ça, machine, voilà. et La Fontaine. Et pourquoi dirions-nous que nous sommes cartésiens? C'est vrai que Descartes a affirmé ça. Il est né dans un petit village, j'habite tout à côté de ce petit village, au fin fond de la Touraine, entouré d'animaux. Il voyait forcément des chevaux, des bœufs, il voyait leurs réactions, il savait bien que les animaux étaient sensibles. Mais pour arranger sa philosophie, il a décidé que les animaux, finalement, étaient des sortes de machines. Et quand il voyait une rondelle revenir tous les ans au même endroit, faire son nid, il disait, mais non, c'est pas du tout extraordinaire, c'est loin d'être une preuve d'intelligence, elle agit comme une montre qu'on a bien montée, elle revient à intervalles réguliers. Voilà. Donc il nie à l'animal, finalement, toute sensibilité, toute possibilité de détermination, toute autonomie, tout ça pour mettre l'homme au-dessus du panier. Alors, la théorie de Descartes est très intéressante. Vous savez, on l'apprend bien sûr à l'école, Ouais. le doute méthodique, remettre en cause des choses qu'on voit, aller au-delà des apparences. C'est très important, c'est génial, c'est même la base de la méthode scientifique. Mais là, il aurait dû croire à l'apparence que l'animal a une sensibilité, que si on lui fait mal, il va crier, non pas par simple réaction, mais par véritable douleur. Alors La Fontaine, qui avait vécu à la campagne, contredit totalement Descartes. Il dit, Monsieur Descartes a voulu faire une nouvelle philosophie, et il se trompe, les animaux ont une sensibilité. Et je crois qu'à l'école, on devrait expliquer que ce ne sont pas que des métaphores, les fables, mais que c'est aussi quelqu'un qui s'y connaît, d'abord qui renverse les rôles, qui fait que les animaux donnent des leçons aux hommes, alors que d'habitude, ça serait plutôt le L'inverse. contraire. Et puis aussi que ces animaux, puisqu'il les met en avant, en exergue, en place d'honneur, eh bien, ils ont une sensibilité, une véritable intelligence. Et vous Il y citez croit. cette fable que je ne connaissais pas, et voilà, j'en connais pas énormément, mais en tout cas celle-là, c'est le castor qui fait des travaux sur la rivière. Ils font communiquer l'un et l'autre rivage, l'édifice résiste et dure en son entier. Que ces castors ne soient qu'un corps vide d'esprit, jamais on ne pourra m'obliger à le croire. Et il envoie ça à la dame de la cour qui est sa protectrice pour essayer de la convaincre que les animaux ont une âme. Donc ça, c'est pour La Fontaine. On y renvoie. Mais on avait déjà parlé ici, avec Oui Demain, de George Sand et de sa mobilisation pour la forêt de Fontainebleau. Mais c'était ça aussi un vrai mouvement, et avec des peintres aussi. Il n'y avait pas que des auteurs. Tout à fait. C'est une femme extraordinaire. En fait, c'est George Sand, dans les années 1830, qui a lancé la forêt de Fontainebleau, qui l'a mise à la mode, en quelque sorte. Elle aimait cette forêt, elle y est venue de très nombreuses fois depuis son enfance. Et puis, il se trouve que le roi Louis-Philippe, qui avait été mis sur le trône par une révolution, la révolution de 1830, est un roi libéral. Voilà, dans son gouvernement, il y a pas mal de banquiers, il est soutenu par des banquiers. Bon, il n'y a pas qu'Emmanuel Macron qui ait des connaissances bancaires. Le véritable premier gouvernement libéral, c'est vraiment celui de Louis-Philippe, qui n'a pas fait du tout que des mauvaises choses. Mais là, il dit, bah voilà, Fontainebleau, c'est bien joli, il y a des vieux arbres, mais ils servent pas à grand-chose. Et puis, il y avait de grandes étendues à l'époque vides, des sortes de landes, des bruyères, du genièvre, des choses qui n'avaient aucune valeur. Il dit, changeons le terrain, abattons les chênes, on les vend, à la place, on plante des pins, et au milieu de ces landes, plantez-moi des pins, ça va rapporter de l'argent à l'État.
Et les jeunes peintres de Barbizon, ils avaient entre 25 et 30 ans. C'était une sorte de zadiste avant l'heure, de ce petit village de Barbizon qui est en Orée de la Forêt, s'élèvent contre ça. Parce qu'ils font une double révolution. Ils vont défendre le territoire, le paysage, la Mais beauté de aussi ce le paysage. végétal. Et le végétal, voilà. Et ils disent que les arbres, en fait, ne sont pas seulement des objets, mais qu'ils ont une personnalité, en quelque sorte, ils ont une âme. Et ils peignent les arbres comme des sujets. On faisait beaucoup à l'époque des portraits de femmes ou d'hommes célèbres. Eh bien, ils vont peindre un arbre comme une entité vivante. Alors, ils exposent ça à Paris. Alors, au début, c'est un peu mal vu. Et puis après, les Parisiens disent, ben non, quand même, on ne va pas détruire ça. Donc, ils arrivent à mettre finalement l'opinion de leur côté et à emporter les décisions d'abord de Louis-Philippe qui se dit aïe aïe aïe, on commence à parler en mal de ce que je fais, on va freiner un peu. Puis Napoléon III reprend la main là-dessus et George Sand et puis Théodore Rousseau, qui est le meneur de ces peintres de Barbizon, vont obtenir que dès 1861, que 1000 et quelques hectares de forêt soient préservés. Donc c'est le premier espace naturel au monde préservé, avant Yellowstone aux États-Unis, donc 11 ans après. Donc la France a été pionnière. D'ailleurs, je vous remercie de m'inviter ce soir parce que Non, c'est un plaisir. c'est une manière finalement de montrer que l'écologie non seulement n'est pas née d'hier, mais que nos interrogations finalement sur le présent et sur le futur sont de longue date. Et vous parliez tout à l'heure d'écologie culturelle avec mes amis Pierre Gilbert et Nicolas Escache, on développe ça, le fait de dire il y a une alternative dans l'écologie qui n'est pas que la science et la politique qui sont Oui, il y a la bien pensée, il y a les auteurs, il y a une réflexion. Bien sûr que la science et la politique sont indispensables, mais il y a aussi notre culture. Et en fait, on démontre assez facilement que l'écologie est dans notre ADN national. C'est très important. J'ai parlé de La Fontaine, de George Sand, on peut parler de Jules Michelet, de Jean-Jacques Rousseau, qui est quand même à l'origine de la Révolution française, et qui a fait émerger le droit naturel en disant les hommes naissent libres. Oui, c'est vrai. Personne ne naît roi et un autre qui serait esclave. Donc cette liberté, finalement, cette égalité de fait, c'est de par la nature. On a renversé leur roi en disant mais la monarchie, c'est antinaturel. Donc, voilà, on l'élimine, en fait, comme une sorte d'excroissance qui n'aurait jamais eu lieu d'être. Voilà. Donc, je crois que c'est important pour les jeunes générations. Vous parliez tout à l'heure de George Sand, je travaille beaucoup avec Camille Etienne, un jeune activiste qui a tout juste 24 ans. Je lui ai fait découvrir ce texte de George Sand, et je pense à cette génération qui souvent a l'impression que tout le poids du monde pèse sur leurs épaules. Et non, ils peuvent se ressourcer ou s'inspirer à nouveau et voir qu'ils avaient des ancêtres militants, en tout cas pour la nature. Ce sont des héritiers. Merci beaucoup, Patrick Merci beaucoup. Scheder.